Voilà, donc on est reparti pour une séance de discussion sur du cinéma. Donc en fait, concrètement, moi je me suis lancé un défi qui est de regarder beaucoup de films cette année. À la base, moi je suis spécialisé dans tout ce qui est culture visuelle, en plus d'autres choses. Mais donc c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi et j'ai envie de faire du contenu là-dessus. Donc j'ai décidé ici que j'allais regarder beaucoup plus de films cette année. Et pour le mois de janvier, j'ai regardé une trentaine de films. Je vais essayer d'augmenter cette moyenne de mois en mois. Ça va pas être évident parce que c'est déjà une moyenne, c'est déjà une bonne moyenne, hein, on va pas se mentir. Mais on va commencer comme ça. Donc j'avais déjà commencé par parler des 10 premiers films, si je me trompe pas, que j'avais déjà regardé en janvier, au début janvier. Alors je reprends ma liste avec ça, comme ça je pourrais être plus précis. Donc ici j'ai une liste. Qu'est-ce que j'ai vu en janvier? Donc je vais récapituler, hein. Très rapidement, donc il y avait Avalonia qui est ici, qui est le dernier film Disney, qui était un film très beau mais globalement moyen avec des maladresses. Ensuite j'ai vu À couteau tiré, qui est un film Netflix dont on a beaucoup... Enfin non, c'est pas un film Netflix, c'est un film d'enquête de Ryan Johnson qui a beaucoup fait parler parce que sa suite Netflix vient de sortir. Donc à couteau tiré, j'ai trouvé que c'était très très drôle et que ça jouait beaucoup de façon humoristique sur le principe des whodunit. Donc c'est tous ces trucs à la Agatha Christie où on a un cast de personnages et où il faut trouver qui a fait le coup. Et là, là on se moque complètement du principe. Avec Daniel Craig en enquêteur qui est très très drôle et de manière générale, c'est un film à casting, hein. Il y a plein d'acteurs très connus, notamment Jamie Lee Curtis qu'on voit ici. Euh, Très connu, hein, qui joue un rôle assez intéressant. Et donc, globalement, c'était un très très bon film, j'ai beaucoup aimé, ça vaut la peine de voir, c'est très ludique. Ensuite, j'ai vu Le fabuleux monde de l'entreprise, The Happy Walker en anglais, avec mon accent infect, qui est un documentaire donc, sur le monde de l'entreprise et notamment sur les crises, donc les burn-out, qui est vraiment qui est intéressant a priori parce que ça parle d'un sujet qui est dur et qui touche beaucoup de monde et dont il faut parler, mais qui se perd un petit peu dans son message de temps en temps. Ça finit par être juste une accumulation de statistiques avec des images de personnes qui sont dans un groupe de parole et qui discutent de comment ils se sentent maintenant, ce qui est assez pauvre malheureusement. Euh, Pourtant, ça partait sur du pas mauvais. Et c'est parti sur un truc bizarre où finalement on montre les personnes interrogées en version enfant pour faire un petit peu émotionnel, mais bon, pas convaincant. Alors ensuite, j'ai revu Coco. On va retrouver Coco. Où est-ce qu'il est, Coco? Il est ici. Coco, qui est un de mes films préférés de tous les temps, qui est un de mes Pixar préférés. En fait, ils se disputent probablement la première place avec Toy Story. C'est un film incroyable, hein. Il n'y a rien à dire dessus, c'est incroyable. Euh, J'adore. Je vais pas m'étendre, mais voilà. Juste à côté, Vertigo, connu chez nous sous le nom Sueur froide, qui est un film avec James Stewart, Kim Novak. C'est surtout un film d'Alfred Hitchcock qui est un classique du genre, notamment parce qu'il utilise une technique qui est devenue désormais très classique pour donner un effet de dérangeant, qui est le zoom compensé, où on élargit la focale en même temps qu'on zoome pour en fait écraser l'image, la perspective. C'est utilisé pour suggérer le vertige dans le film. C'est un film qui est très connu aussi parce que c'est simplement un très très bon film avec une histoire d'enquête magistralement menée et très très bien jouée. Un film avec deux parties très distinctes qui est un grand classique à voir. Il reste tout à fait moderne aujourd'hui, même si évidemment stylistiquement il aura un peu vieilli, mais ça reste un classique absolu quoi. Alors Barbaricos ou en français Ville sans loi de Howard Hawks. Donc je passe un peu vite parce que j'ai parlé un peu plus de tous les films dont on parle maintenant avant, hein. Mais je m'attarderai un peu plus sur les films qui sont après. Là, c'est juste un résumé. Donc, Barbary Coast ou Ville sans loi, qui est un film de Howard Hawks, donc je le disais.
C'est un film sur une femme qui débarque pour se marier dans une ville qui connaît la fièvre de l'or aux États-Unis. Mais son promis est décédé. Donc en fait, elle se retrouve à devoir épouser, enfin épouser, non pas épouser, mais à sortir avec le patron d'un casino qui est un gros mafieux qui possède la ville. Et donc c'est tout un film en fait sur les déboires d'une femme qui est à la fois obligée de trouver de survivre en dépendant économiquement d'un type monstrueux. Et en même temps, ça explore de façon assez intéressante la frénésie de cette époque-là et cet endroit-là du monde. Donc c'est une fresque intéressante en fait de ce que c'est le capitalisme dans toute sa splendeur. Allez, on passe à la suite. Barbarian, donc Barbarian ou Barbare, c'est un film de Zach Cregger qui est sorti en 2022, donc il est tout récent. Il a une superbe affiche. Moi, honnêtement, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai regardé, je vais pas mentir. Mais aussi parce que j'étais en recherche d'un chouette film d'horreur. Et donc ça commence avec un film qui ne paie pas de mine. C'est une femme qui débarque dans un bed and breakfast et elle découvre en pleine nuit, sous la pluie. Et en fait, alors qu'elle doit s'installer là, parce qu'elle a besoin de s'installer pour une interview pour le travail le lendemain, elle se rend compte que il est déjà occupé par une autre personne qui prétend aussi avoir loué l'endroit. Donc ces deux personnages vont devoir cohabiter et il va y avoir un problème et je n'en dirai pas plus. J'en ai beaucoup parlé avant, c'est un film que j'aime beaucoup, franchement. Il m'a bien surpris et je le recommande tout simplement, quoi. Alors, ensuite, Darkman 2 qui est ici. C'est la suite de Darkman 1, habile, hein. Et donc en fait c'est un petit film direct to vidéo qui est la suite d'un film de Sam Raimi. Sam Raimi qui est connu pour les Spider-Man notamment et pour Evil Dead qui est un film d'horreur. Donc là on est vraiment, c'est marrant parce qu'on est au croisement des deux avec un personnage qui tient à la fois du film d'horreur, qui a un côté très Belphégor, très fantôme de l'opéra et qui en même temps tient aussi du justicier. Ce qu'on appelle un vigilant movie, donc sur quelqu'un qui fait sa propre justice. Et donc dans le 2, ce personnage revient et en fait le méchant du premier qui devait être mort revient aussi parce qu'il a survécu et donc ils s'affrontent de nouveau, sauf que cette fois l'acteur principal qui était je ne reviens plus sur son nom, un acteur très connu, on va vérifier. J'ai eu exactement le même trou de mémoire la dernière fois, c'est terrible. Qu'est-ce que je fais? Mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, je suis nul. Donc, c'est Liam Neeson, pardon. Et il y a apparemment Frances McDormand aussi dans le film d'ailleurs, ça m'étonne, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui a joué notamment dans Three Billboards ou Moonrise Kingdom, qui sont des très grands films. Mais bon, il y a Liam Neeson qui est quand même un grand acteur. Et ici, il est remplacé par la momie, Arnold Vosloo, qui est un acteur pour qui j'ai beaucoup de sympathie, mais qui ici n'est pas du tout convaincant. Donc c'est un petit film vraiment d'exploitation, une suite sans envergure qui est très oubliable. Mais c'est drôle, c'est vraiment drôle parce que c'est série Z complètement assumé, donc c'est un truc à regarder en étant pété. Là, ça peut être sympa. Mais vraiment, sinon, c'est triste parce que le premier est un très bon film. J'en profite pour parler de vite du 3 aussi, qui est là, qui cette fois ne fait pas revenir le grand méchant, parce que bon, au bout d'un moment, ressusciter les personnages pour rien, ça marche pas, mais qui est une intrigue tout à fait sans saveur et sans intérêt. Euh, mais de nouveau, tellement série Z que c'est un peu drôle en fait. Donc c'est pour ça que j'en parle rapidement, c'est parce que exactement le même commentaire que pour le précédent. Donc ensuite j'ai vu Glass Onion, donc c'est la suite de À couteau tiré qui est ici dont je parlais plus tôt. Glass Onion, alors il est ici en bas, toujours avec Daniel Craig dans le rôle de l'enquêteur. Cette fois c'est un film d'enquête de nouveau en mode whodunit,
Sauf que déjà, la prémisse de base est amusante, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un milliardaire qui simule avec ses amis autour de lui sa propre mort pour une murder party. Et donc, ses amis doivent découvrir qui a fait le coup. Et évidemment, je vais pas raconter la suite, mais il y a un truc qui tourne mal, forcément. Et donc Daniel Craig, en enquêteur maladroit, va essayer de découvrir le poteau rose. Et en fait, c'est un film qui ne va pas du tout donner ce qu'il promet, parce qu'au contraire, en fait, il va être dans une espèce dans une forme d'oignon, hein, avec on repasse de couche après couche dans l'intrigue pour comprendre ce qui s'est réellement passé et pour découvrir que plus on regarde et plus on comprend pas en fait vraiment ce qui s'est passé. Et alors, c'est un peu prévisible sans vraiment l'être. Et il y a un côté où les personnages sont incroyablement cons, ce qui fait un film délirant, vraiment. Moi, c'est un de mes films préférés de 2022. Peut-être mon film préféré de 2022. Avec Barbarian, dont je parlais plus tôt, qui est aussi un très bon film. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai vu Candyman. Candyman, qui est la suite d'une série de films, les Candyman, quoi. Il y en a tout plein. Et donc, le dernier en date n'a plus de numéros, parce que les numéros, c'est démodé. Donc, le principe, c'est que c'est un tueur qui apparaît quand on dit son nom 5 fois dans le miroir. Et particulièrement, il hante une cité noire aux États-Unis qui est misérable et tout. Et il applique un peu la vengeance, si on veut, des esclaves noirs. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est beaucoup plus tard que les précédents. Donc, et en fait, ça parle de comment est-ce qu'on dit, la gentrification de ce quartier. Donc cette fois, le quartier il est complètement gentrifié et du coup, ça donne un côté, ça remet en question tout ce qui a été dit avant, etc. C'est un film qui a été beaucoup critiqué parce que il aurait été, ce serait une suite très film d'horreur engagé machin, mais en fait ça a toujours été le cas avec les Candyman. Et en fait, quand on regarde un petit peu, il fait beaucoup de liens avec l'univers des Candyman et il le fait de façon pertinente en utilisant le style et tout. Donc franchement, je vois pas vraiment de problème avec ce film. Il est médiocre pour d'autres raisons, parce que c'est pas un très très grand film, mais c'est pas vrai qu'il est pas respectueux du matériau d'origine. Donc franchement, c'est un film sympa. Ensuite, on passe à Accident. Accident, c'est un film qui se veut film d'auteur par Joseph Losey, qui a fui les États-Unis au moment du McCarthyisme pour des raisons qu'il n'est pas besoin de développer. Et c'est un film qui parle de profs d'UNIF qui essayent de coucher avec des étudiantes. C'est un résumé qui est très très rapide, mais grossièrement c'est ça. Ce qui fait que si on le voit comme une critique et qu'on a vraiment envie de s'infliger ça, ça peut être sympa. Mais honnêtement, moi c'est pas ma cam. Des profs d'UNIF qui s'envoient des petites remarques acerbes et intelligentes pour nous expliquer à quel point c'est des connards qui abusent du monde autour d'eux. Bah franchement, dites-moi quelque chose que je ne sais pas déjà. Et voilà quoi. Et ne m'infligez pas des réalités pour ne pas ajouter grand chose, je trouve, au propos, quoi. Ensuite, Nope, Jordan Peele. Donc, Jordan Peele, qui est un auteur un réalisateur d'horreur reconnu, qu'on compare souvent à Hitchcock de façon un peu excessive quand même, parce que c'est stupide comme comparaison, simplement. Et c'est un film qui parle d'ovnis, qui parle de gens qui sont dans un ranch qui essayent de découvrir un ovni, enfin de filmer un ovni pour devenir célèbre pour ça. Et donc il y a aussi une histoire raciale et puis il y a une histoire sur la façon de filmer les images de manière générale. Et il y a un côté un peu déshumanisant, il y a un côté aussi horreur Lovecraftienne. C'est un film qui essaye des trucs. Moi j'ai pas été du tout convaincu. Je l'ai trouvé vraiment relou. Mais on peut pas nier qu'il essaye des trucs. Donc voilà, personnellement je le recommande pas, mais ça se regarde quoi.
surtout si on est fan du réalisateur. Mais pour moi, c'est un film qui se regarde trop la nouille pour être vraiment intéressant. Détective, donc de Jean-Luc Godard, le fameux. Donc c'est un polar purement alimentaire qui est purement assumé comme tel, avec, comme vous le voyez, Johnny Hallyday qui joue dedans. Donc, si vous avez envie de voir Johnny Hallyday qui fait du slam en croyant qu'il joue, bon, c'est sympa. Mais bon, mais bon, c'est tout à fait oubliable et vraiment peu intéressant. Hereditary, Hérédité en français, c'est un film de Ari Aster qui a notamment fait aussi Midsommar. C'est un film d'horreur qui est glaçant, il faut le dire. Il y a des gens qui reprochent un peu à la fin d'être dans un style un peu différent, mais moi j'ai adoré. C'est un très très bon film, mais qui là pour le coup, je suis pas sensible, mais je trouve que c'est pas pour tout le monde ce genre de film. Typiquement, c'est pas, il y a des films d'horreur qu'on peut regarder à partir du moment où on sait que c'est de la bidoche et où on est habitué au jumpscare. Là c'est là c'est vraiment hard. Là le film il te veut du mal quoi, hein. Donc là vraiment gros avertissement pour les gens qui ont du mal. Mais c'est un film qui explore plein de thèmes, qui est innovant, qui est riche. Très très beau film. Mais de nouveau à la limite du soutenable, comme pouvaient l'être d'ailleurs certaines scènes de Midsommar. Et on en arrive à là où j'étais arrivé la dernière fois. Donc, j'avais commencé, mais je m'étais vite interrompu, à parler de ce film de Quentin Dupieux, Le Dain. Donc, Quentin Dupieux, qui est un réalisateur qui est connu pour être un réalisateur de l'absurde. Ces films sont complètement dans ce trip-là, avec aussi un décalage qui fait qu'on ne sait plus trop si on est dans le réel ou pas. Donc il a fait un film par exemple qui s'appelle Réalité, avec Alain Chabat, qui est... il y a des films dans des rêves, dans des rêves, dans des films. C'est... il y a pas, la réalité n'existe pas dans Réalité, ce qui est assez amusant. Ah, mais c'est peut-être pour... Non, je déconne, hein, évidemment que c'est pour ça. Donc, dans Le Dain, on a aussi donc ce casting quand même très sympa de Jean Dujardin et Adèle Haenel. C'est un film qui parle d'un mec qui est en séparation avec sa femme. Donc, il part se planquer, parce qu'on en est pratiquement à ça, dans un motel. Il essaye de retirer tout l'argent qu'il peut du compte commun parce que c'est une enflure. Et en fait, il fait une obsession sur son daim. Donc ici, comprenez sur sa veste en daim, pour ceux qui doutent. Il a une très très belle veste en daim, il en est très fier. Il trouve que ça lui donne l'air viril, supérieur, puissant. Et effectivement, ça va plutôt bien à Jean Dujardin, qui est très très fort aussi pour jouer le connard qui ne se rend pas compte qu'il est complètement connard. Et en fait, il va continuer à essayer de justifier de plus en plus tout ce qu'il fait, alors qu'il fait de la merde. Il va s'inventer une vie comme quoi il est réalisateur, ce qui n'est pas du tout. Et donc, il va essayer de soutirer de l'argent aux gens autour de lui pour justifier le fait qu'il est réalisateur, pour acheter du matériel. Parce qu'il a une caméra aussi, hein, pour payer des figurants. Et en fait, il va rencontrer Adèle Haenel, qui est serveuse dans un bar et qui se trouve est aussi monteuse. Elle a une formation de monteuse. Sauf que elle n'a pas trouvé pour le moment elle n'a pas réussi à percer. Et donc elle fait ça en attendant dans une ville qui est complètement paumée et où il se passe absolument rien. Et donc en fait l'arrivée de Jean Dujardin, c'est un peu sa perche pour sortir de là, si on veut. Sauf que enfin, c'est difficile à dire s'il se rend vraiment compte qu'il la mitonne ou pas, mais il y a un espèce de jeu de dupe entre eux très bizarre. Et ça va le pousser, lui, à aller de plus en plus loin dans son délire et à perdre complètement pied à la réalité, jusqu'à commettre des actes inimaginables que je ne raconterai pas ici parce que j'ai pas envie de spoiler le film. Mais donc, ça part dans un délire complètement surréaliste qui est très bizarre, mais très drôle. Ce qui est à peu près une définition correcte de Quentin Dupieux de manière générale.
dont je recommande sans problème tout ce qu'il fait, hein. C'est un très bon réalisateur. Il n'a pas besoin de moi pour le dire, tout le monde le dit, donc voilà. Alors, ensuite, j'ai vu, et je vais les mettre tous les deux ensemble, les deux premiers épisodes de Saw, qui sont ici autour de Jane Russell, la pauvre. Voilà. Donc, Saw 1 et Saw 2, c'est du torture porn. En tout cas, ça a été vendu comme du torture porn. Donc le premier est de James Wan et le deuxième, c'est un film plutôt de commande, hein. Le premier, en fait, moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus centré sur des pièges et des énigmes et des jeux sadiques. Il y a en gros, il y a un jeu sadique, si on veut, principal. En fait, on a deux personnages qui ont été kidnappés, qui se réveillent ensemble dans une pièce. Ils sont attachés et en fait, il y a une voix qui leur parle via des haut-parleurs qui leur dit qu'ils ont été kidnappés et que pour s'en sortir, ils vont devoir trouver la solution avec les indices qu'on leur a donnés. Et évidemment, ben, le jeu pervers, c'est que c'est pas un spoil, c'est qu'ils vont devoir. Ils sont plus ou moins mis en compétition. Ils sont plus ou moins mis en compétition. Et donc, je vais pas expliquer où ça va. Euh, c'est un film qui en fait vaut surtout pour son plot twist final, que pour le coup j'avais pas vu venir, honnêtement. Donc sur moi ça a marché, mais mais voilà, c'est pas révolutionnaire quoi, hein. Mais James Wan est un réalisateur qui fait typiquement des films qui reposent sur un concept quoi. Donc voilà. Oui oui, Liz Butterfly, tu as vu le un. Effectivement, tu m'avais déjà dit ça. Donc, ouais, moi je m'attendais à quelque chose de plus. Ah, t'avais pas vu venir non plus le plot twist final. Ok. Je m'attendais à un truc plus horrible encore que ça, je t'avoue. Mais bon, c'est vrai que c'est pas un film à mettre entre toutes les mains non plus, quoi. Surtout qu'il est. Enfin voilà. Moi comment dire? Je trouve qu'il justifie pas vraiment son propre délire, je trouve, comme film. C'est plus un plot twist final, et on enrobe ça dans du gore pour que tu oublies qu'il y a un plot twist final, en fait. Et le problème, c'est que le 2 c'est aussi un film à procédé. Et le procédé est pas convaincant. Donc salut Bécaré au fait aussi, hein. J'ai vu que tu étais là. Très content de te voir parmi nous. Donc Saw 2, il y a aussi donc il y a un plot twist final qui est original, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a vu le un qu'on va s'attendre à celui du 2. Mais j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu. Quand on sait que quand on se rend compte que finalement c'est qu'une série de films qui repose là-dessus, je sais pas. Je vais sans doute voir les autres pour dire que je les ai vus, mais voilà quoi. Mais donc, c'est des films. C'est les gens qui veulent vraiment voir. Enfin, connaître l'histoire des films d'horreur. Notamment James Wan, c'est quand même un réalisateur qui a fait beaucoup de trucs connus, qui a fait Insidious, qui a fait comment ça s'appelle avec les deux époux qui font le paranormal là. Je sais plus, peu importe. Mais donc il a fait beaucoup de films assez connus qui essayent, et ça c'est vraiment le truc qu'on peut dire à son propos, il essaye d'iconiser vraiment des personnages d'horreur, et ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu ça. En tout cas pas à ce point-là. Et c'est sympa, si on veut. Donc, on va passer à cette pauvre Jane Russell qui est coincée entre les deux seaux, là. Donc, Underwater, la Vénus des mers chaudes. Bon, on va le dire tout de suite, c'est pas un bon film. C'est même un assez mauvais film. C'est un film qui, quand il est sorti, en fait, valait surtout pour le fait qu'il faisait des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Donc, d'ailleurs, c'est écrit quand même sur la jaquette. Jane Russell as you've never seen her before. Évidemment, le truc repose en grande partie sur la plastique de son actrice. Et en fait, le principe, c'est qu'une grosse partie de l'intrigue se passe effectivement underwater. Mais quand on voit que le titre français, c'est La Vénus des mers chaudes, on comprend, on comprend en fait ce que le film veut être, quoi, hein.
D'ailleurs, la présentation du film s'est faite. Il faut savoir, c'est un détail intéressant, aux États-Unis, quand il est sorti, la projection devant les journalistes s'est faite dans une salle qui était immergée. Et donc, ils étaient eux-mêmes immergés, en tenue de plongée, si j'ai bien suivi le délire, à regarder le film. Et oui, c'est une idée complètement stupide. Complètement stupide. Mais c'est juste du sensationnel pour dire, voilà, vous n'avez jamais vu ça. Spoiler alert, ça n'a pas très très bien marché vu que le film est complètement oublié aujourd'hui. Alors, voilà, c'est particulier, hein, c'est particulier. On va passer au suivant. Lettre d'une inconnue, qui est un film de Max, je sais pas comment ça se prononce, Max Ophuls ou Opulse, je ne sais pas trop. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce qu'il est? Bah, il est là, il est en grand ici. Bon, c'est un des plus connus de Max Ophuls, qui est un réalisateur qui a marqué son époque. C'est pas mon préféré de lui, je sais qu'il y a des gens qui l'adorent. Donc en fait, l'intrigue, en gros, c'est que il y a un homme déjà bien âgé, enfin de la cinquantaine, je dirais, qui reçoit une lettre qui lui dit bah, si vous lisez cette lettre, en gros, c'est que je suis morte. Et en fait, je vous ai aimé toute ma vie. Et donc, en fait, c'est une fille qui vivait dans le même bâtiment que lui il y a des années et des années. Et elle est tombée immédiatement amoureuse de lui, et même sans le voir, parce qu'en fait il joue de la musique, et elle entendait sa musique. Donc ça l'a accompagnée, elle, durant son adolescence. Et ensuite, elle l'a suivi de loin en loin. Et plus tard, elle l'a re-rencontré. Je me souviens plus de tous les détails, hein. Et elle a essayé de le séduire, parce ça fait longtemps qu'elle était amoureuse de lui. Le problème, c'est qu'en fait, c'est un homme à femme. Vraiment, il passe son temps dans la vie, dans la vie nocturne. Et lui, ça l'intéresse pas spécialement ça. Lui, ce qu'il veut, c'est trouver des jolies minettes. Donc, ils se connaissent pendant une nuit. Puis après, elle est satisfaite de ça. Et elle s'en va. Sauf qu'elle est enceinte. Donc, elle a son enfant. Et elle élève son enfant. Et alors, voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais en gros, c'est le principe. Et donc, lui, il lit tout ça dans la lettre. Donc, on a deux temporalités. On a lui, âgé, qui lit la lettre. Et puis, on a la temporalité au fil de leur vie, se croisent, se décroisent, etc. etc. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails plus loin. C'est un film qui est beau, si on veut. Visuellement, il est extrêmement travaillé. C'est quand même un très très grand réalisateur, Max Ophuls. Euh, L'intrigue, honnêtement, je la trouve assez fleur bleue. C'est un roman à la base, c'est un roman de je ne sais plus qui. Euh, un roman de Stefan Zweig. Et honnêtement, voilà. Voilà. Je suis pas convaincu par l'histoire. Elle ne m'a pas touché beaucoup plus que ça, sauf que le motif est surprenant et il est entre guillemets, il marque si on veut, mais ça m'a pas beaucoup plus parlé que ça, quoi. Ce qui fait que même si j'ai trouvé fascinant de voir en fait la progression dans leur vie propre à chacun des deux, et tout le côté où en fait sa vie à elle est complètement marquée alors que lui s'en fiche, ce qui est un motif intéressant quand même, ça m'a pas, transcendé beaucoup plus que ça. Mais c'est très beau et c'est une valeur sûre du cinéma, quoi. Alors, la suite. Ah, j'ai vu beaucoup de films d'horreur ce mois-ci, enfin le mois passé, et donc je vais parler de X et de sa suite, enfin de l'autre film de cet univers-là, qui est... Où est-ce qu'il est? Il est là, Pearl. Mais on va d'abord parler de X. Mais je vais parler des deux d'affilée, comme ça c'est fait. Donc X, c'est un film qui a reçu beaucoup de publicité, beaucoup de visibilité
donc du réalisateur Ty West. Comme son nom l'indique, ça parle d'un film X. En fait, c'est dans les années 80. C'est un groupe c'est le crew d'un film X qui se rend dans un bâtiment qu'ils ont loué. Et donc, il y a notamment deux actrices et un acteur qui vont filmer des scènes. Sauf qu'en fait, il se trouve que le propriétaire de la grange qu'ils ont louée pour tourner, de l'annexe qu'ils ont loué pour tourner, c'est un vieux monsieur. Il y a aussi son épouse qui est là, mais on reviendra là-dessus plus tard. Et en fait, il est un peu bizarre. Et quand je dis il est un peu bizarre, il est très bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, il finit par les tuer. Avec l'aide de son épouse. Enfin, par essayer de les tuer. Je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'ils arrivent à faire concrètement ou pas. Donc ça, on va dire, c'est le gros du truc. C'est un film qui est très intéressant déjà parce qu'il est très bien joué. D'ailleurs, parce qu'on en parle beaucoup pour le moment, il y a Jenna Ortega qui joue un petit rôle dans le film. Et c'est un film qui parle à la fois de la libération sexuelle, de la monétisation des corps, qui est un thème qui est quand même intéressant, même très très intéressant, et qui parle aussi de la confrontation générationnelle, parce qu'en fait c'est aussi pour ça qu'il y a cette histoire avec les vieux, et une confrontation des mœurs surtout, du coup, qui fait que ils sont... en fait, je vais pas tout raconter, mais ils sont pas choqués, ils sont jaloux. Ils sont jaloux parce que c'est ce qui... En fait, ils veulent avoir cette liberté-là. Euh, Voilà, voilà. Attendez 2 secondes. Voilà, donc je disais... donc c'est la confrontation des mœurs qui est intéressante. Parce qu'en fait, les vieux sont jaloux, concrètement. Ils voudraient avoir cette libération sexuelle-là. Et alors, le propos, c'est pas d'opposer les générations entre elles, c'est plutôt d'opposer les valeurs entre elles. Et notamment des valeurs puritaines et leur hypocrisie, surtout. Euh, Notamment avec ce fait que, leur désapprobation cache en réalité une envie de pouvoir être capable de faire la même chose. Et une obsession aussi. En fait, il y a un côté extrêmement... comment dire? Il y a un côté cannibale. Pas dans le sens où ils mangent littéralement les personnages, mais dans le sens où en fait, ils tuent pour s'approprier leur liberté et pour s'approprier aussi... pour récupérer entre guillemets le contrôle de leur vie, quoi. Et donc ça parle forcément de l'aliénation de la pensée aussi. Et donc c'est un film qui est, au-delà du fait qu'il a des scènes très très marquantes visuellement, dont certaines que je m'attendais pas du tout à voir. Il y a des trucs qui sont vraiment, vraiment très spéciaux. Mais c'est un film que je trouve pas mal du tout. Et ce que je trouve encore mieux que X, en fait, parce que c'est surtout X qui a fait parler de lui, c'est Pearl, qui est sorti euh, quasiment en même temps. C'est-à-dire qu'il est sorti, en fait, il a été tourné en même temps, au même endroit, avec en partie les mêmes acteurs. Et il parle de Pearl, qui est la vieille dame qui tue avec son mari dans l'épisode précédent. Et en fait, c'est son origin story. Sauf que ce qui est intéressant ici, c'est que c'est pas un truc d'exploitation qui a été fait plus tard parce qu'on a vu que ça marchait bien. C'est un truc qui a été fait directement parce qu'il y avait un projet du réalisateur. Et donc ça, c'est intéressant de voir c'est quoi le projet. Alors Pearl raconte donc la jeunesse de Pearl, qui vit au même endroit. Et alors elle a quasiment une vie fantasmée en fait. C'est-à-dire que elle chante, elle danse pendant qu'elle s'occupe du ranch. C'est en mode un petit peu comédie musicale. Elle s'imagine en fait ça.
et elle rêve d'être une actrice ou éventuellement une danseuse. Donc elle veut poursuivre ce rêve, elle rencontre notamment un projectionniste qui lui donne l'impression qu'elle va pouvoir un petit peu s'extirper de sa vie morose, parce que c'est une petite ville pourrie, hein, évidemment. Il faut savoir que ce qui est intéressant aussi, c'est sa famille. Donc sa mère qui est très... c'est une mère courage, sa mère. Donc elle s'occupe d'elle, mais elle s'occupe aussi de de son mari à elle, la mère, hein, donc le père de Pearl, qui est handicapé. Il est quadriplégique. Donc il bouge pas du tout, il parle même plus. On ne sait même pas, en tout cas Pearl ne sait même pas s'il est conscient ou pas, s'il y a encore vraiment quelque chose qui se passe ou pas dans sa tête. Mais on se demande si c'est pas plutôt elle qui utilise ça pour justifier certaines choses. Et en fait, pour accomplir son rêve, elle est prête, entre guillemets, à tout. C'est-à-dire que plus ça avance, plus elle perd pied avec la réalité, et plus elle est égoïste et envieuse des autres, et méchante avec sa famille, y compris avec sa mère. Sa mère qui est un personnage très hiératique, hein, donc elle a ce côté très très rude de il faut s'habituer à ta vie ma fille, c'est comme ça, à quoi est-ce que tu rêves, le monde n'est pas tout rose et violette. Euh, mais en fait, on sent que déjà d'une part, c'est de la bienveillance parce qu'elle veut protéger Pearl, et d'autre part, c'est le fruit de ses souffrances parce qu'elle est coincée avec un mari qui n'est plus que quelque chose dont il faut s'occuper, quoi, et qu'elle le fait, quoi. Je veux dire, elle est pas, elle demande rien d'autre que ça, et donc il y a un côté où elle est tournée en, elle est méprisée, la mère, par Pearl, parce qu'elle a ce côté catholique, dévoué, conservateur, que elle trouve méprisable, parce que elle veut vivre son rêve, et donc elle va partir dans une spirale où elle va détester le monde et où elle va détester les gens autour d'elle, et elle va commettre des atrocités qui vont forger le personnage qu'elle va devenir. Et en fait, c'est génial parce qu'il y a plein de jeux de parallélisme entre les deux films, que ce soit visuellement ou thématiquement. Ce qui donne en fait tout un jeu de signification vraiment beaucoup plus avancé au film, de par le fait que les deux ont été tournés en même temps et que les deux parlent des mêmes thèmes, mais avec un focus différent. Ce qui fait quelque chose de vraiment, vraiment intéressant à voir, franchement. Et j'ai trouvé Pearl encore plus réussi que X, parce que déjà, quand tu regardes Pearl, tu sais qu'il y a eu X avant, donc en fait, tu as un jeu de référence qui rajoute une couche supplémentaire à ton visionnage. Mais en plus, tu as aussi un excellent jeu de Mia Goth, l'actrice principale, qui joue aussi un personnage dans X, un autre personnage, hein. Enfin, elle joue aussi Pearl, elle joue deux rôles en fait dans X. Elle joue Pearl et elle joue une des jeunes actrices. Et voilà, ce qui est aussi quelque chose on peut rajouter au jeu de parallélisme et tout. Et dans Pearl, elle est vraiment excellente, quoi. Elle a un jeu tout à fait différent de celui qu'elle a dans X, dans la mesure où ici, justement, elle joue Blanche-Neige, quoi. Concrètement, c'est Blanche-Neige, mais Blanche-Neige psychopathe. Et c'est fascinant. C'est fascinant. En plus, je trouve que la critique est très intéressante parce que pour une fois, c'est pas juste ah, les méchants puritains ou ah, les jeunes dégénérés, qui sont des thèmes qu'on peut retrouver l'un ou l'autre dans des films type slasher. Ici, en fait, bah, c'est les deux. C'est les deux et en même temps, c'est aussi une façon de montrer il y a un système qui oppose les gens et qui les conditionne à être victimes des idées qu'on leur transmet. Parce que, évidemment, que Pearl, même si elle s'imagine ça, ne sera jamais une danseuse, ne sera jamais une actrice, même si elle fait des castings, même si elle fait des machins, parce qu'elle ne sait pas, elle ne sait pas danser, elle ne sait pas chanter, elle ne sait pas jouer, et elle n'a pas les conditions nécessaires pour apprendre. Donc, évidemment, qu'elle ne peut pas s'extirper de sa vie, mais qu'elle vit dans un pays et dans un système qui lui donne l'impression qu'il suffit de vouloir pour pouvoir. Donc ça la rend folle, ça crée le décalage avec la réalité, ça crée le monstre. C'est le propos est d'une simplicité et en même temps d'une force incroyable, quoi. Vraiment un film que j'ai trouvé fascinant. Très très bon film.
Voilà, voilà, donc ça c'est Pearl, que franchement je recommande sans hésiter, même si là aussi, comme X, il faut quand même avoir l'estomac bien accroché, franchement. On va changer de registre totalement pour voir. Cela s'appelle l'Aurore, dont je me souviens assez peu, j'avoue. C'est un film de Luis Buñuel, un réalisateur qui a quand même voilà, du crédit. Un réalisateur espagnol qui a beaucoup joué, enfin qui a beaucoup tourné en France et aux États-Unis, qui a connu la guerre et qui était ouvertement contre le franquisme et, si je me trompe pas, même qui était communiste. Mais en tout cas, bon voilà, ça à prendre avec des pincettes, mais il me semble bien que c'était ça. C'est un film, je vais carrément vous prendre le résumé, parce que sinon je ne vais pas me souvenir. Dans une petite ville du sud de la France, en bord de mer et non loin de l'Italie, le docteur Valerio s'emploie à soigner les pauvres. Sa jeune épouse, ne supportant plus l'endroit, l'incite à aller s'établir à Nice, mais le médecin ne souhaite pas partir avant d'avoir trouvé un remplaçant. Valerio s'est notamment lié d'amitié avec Sandro, un ouvrier agricole qui entretient les arbres appartenant à Gorzone, riche industriel et principal employeur de la ville. Sandro, perturbé par la grave maladie de sa femme, a bien du mal à remplir ses fonctions. Durant une absence de son épouse, le docteur Valerio rencontre Clara, une jeune italienne, et tombe amoureux d'elle. Le drame éclate quand Gorzone congédie Sandro. Alors, voilà, l'histoire est très... en fait, c'est très mélodrame, dans le sens où on est vraiment concentré sur des destins individuels. Ça essaie de donner des leçons sur les méchants riches qui exploitent les gentils pauvres, mais ça le fait déjà de façon très individualiste, et ça le fait de façon très simpliste et idéaliste, et c'est assez... c'est osef, quoi. Franchement, c'est osef. Buñuel a fait des meilleurs films que ça, que ce soit pour traiter ce type de propos ou de manière générale. Donc franchement, voilà, non, non, franchement, il est oubliable, il est pas très intéressant. C'est... voilà, pas grand chose de plus à en dire, honnêtement. Alors, on avance dans la liste. On approche doucement de la fin, je pense, hein, donc si c'est un peu laborieux, je m'excuse. Et on va bientôt pouvoir conclure ça. Ouais, fin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il reste 8 films. Ça va. On va parler d'Athéna. Athéna qui a fait beaucoup parler de lui. Alors en tant que film d'action, ça a de la gueule, franchement. Pour le reste, voilà, on peut discuter. Donc c'est de Romain Gavras, qui est un réalisateur en fait que j'aime bien, notamment pour ses clips. Il fait des très très beaux clips. Il a fait le clip notamment de Bad Girls, de M.I.A. Donc, bon voilà, si vous n'avez pas la musique en tête, mettez Bad Girls, vous connaissez, tout le monde connaît. Et le clip est très très chouette, il montre l'émancipation de femmes qui se mettent à conduire, avec vraiment avec une symbolique visuelle qui est très très forte et une dynamique incroyable. D'ailleurs, j'aimerais bien parler de clips, un de ces quatre, et si je dois parler de clips, je parlerai sans doute de celui-là notamment, parce que c'est un de mes clips préférés. Euh, pour Athéna, il y a du bon et du moins bon. En gros, l'intrigue, c'est que dans le futur proche en France, il y a une banlieue qui s'appelle Athéna, euh, qui est surnommée Athéna en tout cas, qui s'embrase parce que la police a tué un jeune homme. Sauf que ben, ça tombe mal parce que le jeune homme il fait partie d'une famille qui est assez connue dans la cité et même en dehors. Parce qu'en fait, un des frères du jeune homme euh, est, est un militaire décoré qui sert dans la Légion étrangère, si je ne me trompe pas, je ne sais plus, mais qui est très très prestigieux. En plus, ils viennent d'une famille de harkis, hein, donc il y a tout un truc avec l'Algérie, avec le fait que
que voilà, la France doit bien traiter ses enfants, n'est-ce pas? Donc, ça a été très mal vécu. Et en plus, ben, le jeune homme dont il est question, ben, dans la banlieue, il avait un autre frère qui est un vrai leader d'opinion, en fait, qui est apprécié de tout le monde, et un troisième frère qui, lui, par contre, est un parrain de la drogue qui manifestement en impose assez bien. Donc, genre, c'est la seule famille à laquelle il faut pas toucher, quoi. C'est comme par hasard. Et justement, je me permets par contre un spoil parce que c'est important, désolé. C'est un spoil qui est entre guillemets central, mais on le devine très très vite parce qu'on l'entend à plusieurs reprises dans le film. En fait, les policiers qui auraient tué l'enfant, le jeune homme, sont des faux policiers, seraient des faux policiers et en réalité des terroristes de l'extrême droite. Ce qui est un procédé, c'est donc pour ça qu'ils ont choisi évidemment un enfant au profil, quoi, pour créer du bordel. C'est évidemment un procédé qui est très malaisant, parce que enfin voilà, je vais d'abord continuer à parler de l'intrigue, et puis après je développerai. Mais donc en gros, la banlieue s'embrase et notamment le frère dont je disais qu'il était leader d'opinion, bah, il coordonne carrément des actions quasiment militaires où il arrive à choper des fourgons de flics et où il les ramène à la banlieue et où il fait un véritable fort qui est pris d'assaut par la police et tout un truc. Et donc en fait on suit en plan séquence derrière les personnages pendant que tout se passe. Il y a un côté très héroïsant comme ça. Et on va voir comment les différents frères vont vivre l'événement. Donc en fait, en gros, le baron de la drogue, il essaye de s'échapper de la banlieue. Le leader dont je parlais, ben, il va essayer de... Lui, ce qu'il veut obtenir, c'est kidnapper un flic pour rendre ça pareil à l'État français et pour forcer à ce qu'on livre en fait les flics coupables. Et alors le dernier frère, il va essayer de mettre fin à tout ce bordel, quitte à devoir passer de l'autre côté des lignes, n'est-ce pas? Donc, vous... Ah, il y a des petites coupures. Euh, Lizzie Butterfly, t'as aussi des petites coupures? Ou c'est juste bécarré? Si c'est le cas, c'est bizarre. Je vais voir si je peux pas essayer de couper des trucs. Je sais pas trop ce qui peut provoquer des coupures en l'occurrence. Un peu. Hmm. Là, ça va. Si jamais ça devient problématique, redites-le moi dans le chat, hein. J'ai devant les yeux, donc je regarderai. Donc, pour reprendre, ben, le titre vous a peut-être permis de le deviner, mais la grosse référence, on va dire, du film, c'est l'Antiquité grecque, c'est les épopées, c'est tout ce qui va avec, quoi. Et du coup, il y a un côté très héroïsant qui est hyper contradictoire avec le propos. Parce que bon, a priori, on parle de violence policière, on parle de misère dans les banlieues, on parle d'État qui abandonne une partie des gens. Et on dit, cette famille-là, cette famille-là, c'est important. Déjà, ça devient très problématique et ça casse tout à fait la dynamique, quoi. Parce que ça veut dire que tous les personnages qu'on voit autour, tous les banlieusards, c'est juste des figurants. C'est juste des figurants. Et les flics, c'est pareil. Les flics, il y en a un, celui qui se fait kidnapper, dont on connaît vaguement le vécu. Le reste, c'est une masse. Comment est-ce qu'on peut faire un film sur l'humain pris dans les grands événements et réduire tout le monde, sauf les héros, littéralement les héros, au sens hellénique du terme, au sens classique du terme, à une masse. C'est genre l'Iliade, quoi. C'est l'Iliade, mais version moderne. Ce qui est, allez, stylistiquement, c'est intéressant. Je veux bien. Mais est-ce que c'est vraiment le sujet pour faire des figures de style en 2022? Enfin, moi je suis pas convaincu, hein. Je suis pas convaincu. Je trouve que c'est hyper contradictoire. Surtout que toute tentative de propos est complètement désamorcée par le fait que
petite pirouette, en fait, c'est juste une petite minorité de personnes d'extrême droite, de terroristes. Donc le message, c'est quoi? C'est que l'extrême droite, c'est les méchants. Et encore, je veux dire, c'est difficile de tirer ça vraiment comme message de cet événement-là. C'est, oh, il y a eu des terroristes. Mais je veux pas dire que forcément tous les messages, enfin tous les films doivent avoir des messages, c'est pas la question. Mais c'est-à-dire que là, vraiment, on parle d'un sujet qui est important, qui est pas évident, et on en fait une Iliade moderne, ce qui est certainement une intention pour aussi dire, ben, euh, regardez, nous aussi, nous, peuple de France, on a une histoire moderne, dont on peut être fier, qui peut être épique. Mais bon, enfin, je pense que j'ai pas besoin de préciser en quoi l'affirmation que je viens de balancer est bizarre, quoi. Hein. Elle est bizarre, hein. C'est honteux ce qui se passe. Hein. Dans un sens comme dans l'autre. Il y a un problème de dialogue social en France. Probablement parce qu'effectivement, les gens qui dirigent n'ont pas vraiment envie d'aider la majorité, c'est sûr. Mais en attendant, oui, il y a un problème. Il y a un problème et il n'y a pas de quoi en tirer une fierté, quoi. C'est bizarre. C'est bizarre. Quoi qu'on en dise, c'est bizarre. Et donc le film patauge en ses propres problèmes. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, c'est un des films qui, esthétiquement, essaye le plus de parler de ces questions-là. Mais le problème, c'est que l'esthétique en elle-même n'est pas bonne, quoi. Tu peux pas mettre une esthétique héroïsante avec un focus sur un personnage principal sur ces sujets-là. Sinon, tu parles plus de banlieue, tu parles plus de. Enfin. C'est juste. C'est un film d'action américain à la française, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Voilà, bref, je vais pas trop m'étendre sur Athéna. Euh, et simplement dire, si je dois résumer, bah, il y a quelqu'un de compétent à la caméra, ça se voit. Mais c'est dommage parce qu'on voit pas trop ce qu'il veut en faire. On comprend pas trop où il va. Et le film est vraiment problématique par plein de côtés, quoi. Voilà, voilà. Alors, on continue. Le Vandal, juste à côté, Come and Get It. Donc, Come and Get It, c'est un film de Howard Hawks dont j'ai parlé plus tôt. Cette fois-ci, en fait, c'est un film qui parle. Ça parle aussi on va dire, de la grande époque industrielle des États-Unis avec la ruée vers la richesse. Mais cette fois, ça va parler en fait d'un riche industriel qui va notamment posséder des grosses, des grosses, comment est-ce qu'on appelle ça? Enfin, il a une activité de bûcheron, quoi. Donc, il a plein de bûcherons qui travaillent pour lui. Et alors, on voit comme, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des images qui montre à quoi ça ressemble. Donc, ce qui est Howard Hawks, il s'est filmé. Et là, il montre avec énormément de violence, parce qu'on voit des rondins, mais gigantesques, hein, des trucs qui font 10, 15, 20 mètres de haut, qui dégringolent des montagnes. Hein. Et par tonnes, on les voit qui se font jeter dans des torrents pour arriver jusqu'en bas d'une rivière et se faire ensuite couper en plus petits débités, en plus petites pièces. Et donc en fait déjà ça montre avec beaucoup de travail visuel des choses qu'on ne connaissait pas forcément, enfin qu'on ne voyait pas forcément à l'époque et on voit toujours pas forcément aujourd'hui. Donc c'est quand même intéressant de voir le processus industriel directement. Et en plus, ben voilà, il y a déjà ça. Et donc ce riche industriel, en fait, il va tomber follement amoureux d'une dame dans un bar. Voilà, on voit déjà quelques symboles récurrents chez Howard Hawks, hein, beaucoup de choses même. Sauf que finalement, il la drague et tout, il est charmant parce que il a un côté très impertinent, malgré son côté riche et tout, il a un côté qui est pas guindé ni rien. D'ailleurs, son meilleur ami, c'est un bûcheron, un vieux bûcheron d'ailleurs, avec qui il s'entend hyper bien. Et donc il drague cette fille-là et tout. Mais alors c'est juste pour la drague parce qu'en fait lui il doit se marier avec une héritière, hein, parce que l'argent c'est important. Donc il va se marier avec l'héritière, mais il était quand même vraiment amoureux d'elle, quoi. Mais bon, il fait son choix. Ce qui fait que du coup, ben, son meilleur ami, là, ben, c'est lui qui finit avec la femme en question.
Mais alors, elle est vraiment amoureuse de lui, quoi. C'est pas genre elle jette son dévolu, je sais pas quoi. C'est une histoire d'amour. Des années plus tard, il y a un second segment au film qui cette fois n'est plus tourné par Howard Hawks parce qu'il était parti sur un autre film, si je me souviens bien. D'ailleurs, il est moins inspiré visuellement ce segment-là, même si il a quand même son intérêt, je trouve. Cette fois-ci, on retrouve donc le personnage principal d'industriel qui est bien installé dans sa vie, mais voilà, on voit qu'il a des frustrations, quoi. Et il reprend contact avec son ami pour découvrir, parce qu'il ne... Enfin, s'il le savait, mais pour voir qu'il est toujours marié avec... avec... Ah non, elle est morte, c'est ça, elle est morte. Il était marié avec elle, mais elle est décédée. Mais il se trouve qu'ils ont eu une fille ensemble, qui est le portrait craché de sa mère. Et l'industriel en question, ben, il va décider qu'il va se faire la fille. Donc en fait, vu que eux sont pauvres, hein, la famille en question est pauvre, ben, il va essayer de les faire venir chez lui et tout, d'utiliser sa fortune comme appât. Il va essayer de la draguer, c'est horrible, enfin, c'est vraiment abominable. Et on voit vraiment qu'avant tout, c'est un sale dominateur de merde, quoi. Et vraiment, c'est répugnant. Mais ce qui est bien, c'est que bah, il prend la justice dans la gueule, c'est-à-dire pas la justice policière, parce que bon, voilà, il a rien fait d'illégal en l'occurrence, mais la justice parce que en fait, ben, non seulement LOL elle l'aime pas, mais en plus ben, elle tombe amoureuse de son fils à lui. Et donc il se fait cuck par son propre fils. Et c'est bien fait pour sa gueule parce que c'est une grosse merde. Donc voilà, voilà, voilà. Le film est intéressant à plusieurs égards, franchement, notamment avec ce que je disais sur les représentations visuelles du processus industriel, et puis avec, il y a tout ce côté vraiment allez, de catharsis avec la justice qui se prend dans la gueule. C'est de justice porn, hein, clairement. Et voilà, c'est pas un film inoubliable, mais moi, franchement, il m'a bien plu, même si j'ai mis du temps à vraiment rentrer dedans. Alors, ensuite, Upgrade, juste à côté. C'est un film de, je sais pas comment ça se prononce, Lee Wanell. On ne le voit pas sur l'affiche, mais tant pis. Qui est en fait, il faut savoir que ce réalisateur-là, c'est un très grand ami de James Wan, le réalisateur de Saw. Et il joue dans Saw, en fait, le réalisateur. Il fait, si je ne me trompe pas, le médecin qu'on voit dans le premier Saw, qui est un personnage important. Et en fait, il faut savoir que ben, c'était vraiment des très grands potes, les deux-là. Et Wanell voulait absolument jouer dans des films, il avait très envie. Donc James Wan l'a un peu aidé. Surtout qu'ils ont été. Enfin, il a aussi aidé à scénariser. Il a beaucoup travaillé sur des films avec lui. Et donc, c'est un peu des inséparables. Et son premier film complètement original, c'est Upgrade, qui est un film qui parle, en gros, c'est un peu un slasher, si on veut, mais technologique. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on a un personnage qui au début du film, il est avec sa femme, ils sont kidnappés, sa femme se fait exécuter devant lui, lui il se fait tirer une balle, mais il survit. Et en fait, il se trouve qu'il est très lié avec un richissime inventeur, on va dire, qui a décidé de l'aider à se remettre en lui greffant un espèce d'implant, enfin un implant, en tout cas un espèce d'exosquelette qui va rétablir sa colonne vertébrale, qui va lui rendre l'usage enfin, qui va même qui va remplacer aussi son bras, parce que son bras était complètement foutu aussi au passage, et donc il va avoir un bras cybernétique. Mais alors, pour que ça fonctionne, pour que ça fonctionne bien, en fait, ce fameux implant, cet exosquelette, il a une IA. Et il se trouve que cette IA va se mettre à parler avec le personnage principal. Et à deux, ils vont enquêter pour se venger en fait
de la personne qui a tué sa femme. Mais l'histoire est un peu plus compliquée que ça. Et je vais pas raconter, parce que voilà. Le gros procédé technique du film, en fait, c'est qu'il y a dans les scènes d'action, pour suggérer le côté très IA. Hello Kefka 128, j'espère que tu vas bien. Alors non, je n'ai pas vu le nouvel Astérix. Par contre, Liz Butterfly qui est ici l'a vu et elle m'avait dit qu'elle avait bien aimé. Elle m'avait dit qu'elle trouvait qu'il était vraiment sympa. Donc voilà, voilà. Je vais vite reprendre ce que je fais du coup pour expliquer. Donc comme ça tu sais, tu peux suivre aussi. J'étais en train de parler des films que j'ai vus ce mois-ci. J'arrive tout doucement vers la fin de la série. Donc j'ai vu une trentaine de films. Donc je suis en train d'enregistrer aussi. Hein, donc je vais essayer de mettre ça en rediff. Alors, je vais peut-être faire un petit peu de montage dessus ou pas, ou quoi, mais je verrai bien. Comme ça, il y a moyen de suivre un petit peu ce que je fais. Je vais essayer de le faire plus systématiquement, ça, de manière générale. Donc voilà. Oui, je pense que tu as dit ça, hein, non? Ou alors c'est moi qui ai surinterprété ce que tu as dit. Mais en tout cas, voilà. Je vais essayer d'enregistrer plus souvent ce que je fais. Et je vais essayer de parler plus souvent de cinéma notamment et de culture visuelle parce que ça fait longtemps, quoi. Donc voilà, voilà. Donc là, je parlais du film Upgrade. Donc je vois que Liz Butterfly continue à parler d'Astérix dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à en discuter. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc je parlais d'Upgrade, qui est un espèce de thriller technologique qui parle d'IA. Et comme je disais, en fait, il va essayer de retrouver le meurtrier de sa femme avec cette IA qui a été implantée en lui. Mais c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a un peu un plot twist si on veut, mais je n'expliquerai pas. Et franchement, j'ai trouvé ça divertissant. Et alors, ouais, dans Upgrade, il y a un aspect qui est intéressant techniquement, c'est qu'ils vont utiliser un système de stabilisation de caméra, mais qui va être réglé en fait sur certains des mouvements du personnage principal pour suggérer le fait qu'en fait il y a une IA qui est en contrôle de sa colonne vertébrale, quoi. Ça va donner des scènes qui sont techniquement très différentes de ce qu'on voit d'habitude dans le cinéma d'action. Je dis pas que c'est forcément 100% réussi, il y a des trucs qui marchent moins bien, mais c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant, il y a des tentatives. Et d'ailleurs, ici, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais j'ai vu l'autre film original de Wanel, qui est Invisible Man, qui est sorti l'année passée ou il y a 2 ans, je sais plus, qui est franchement aussi sympa, qui essaye des trucs, quoi. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'il essaye de se faire son propre univers, dans la mesure où en fait il va parler d'un peu d'horreur, mais avec un aspect technologique. Donc ici par exemple c'est une IA qui contrôle un corps. Dans Invisible Man, bah, c'est une combinaison invisible. Et alors la question c'est comment est-ce qu'on peut créer quelque chose de dérangeant avec ces procédés-là, quoi. Donc c'est chouette de voir aussi qu'il se crée son propre univers et que cet univers est pertinent, quoi. Parce que ça a pas été tant fait que ça. Il y en a, hein, mais pas tant que ça. Alors, le film suivant, je reprends ma liste. Donc, Darkman 3, j'en ai déjà parlé, donc je peux en reparler. Alors, il y a Old. Ah oui, Old, qui est un peu plus loin. Donc, de Shyamalan. Donc, M. Night Shyamalan, qui est un réalisateur qui est connu pour pas mal de ses films. Il est connu pour être un réalisateur à plot twist. Donc, c'est un peu une de ses marques de fabrique. Notamment dans le film Le Sixième Sens, où on découvre que Bruce Willis, oulala, je n'en dirai pas plus. Il y a aussi des gros ratages dans sa filmographie, notamment Avatar, le dernier maître de l'air, parce que cet homme a eu l'idée étonnante de vouloir adapter ça au cinéma, et qui en plus s'y est mal pris. Mais bon, voilà. Et il est connu, on va dire, en tout cas c'est un truc qui tourne beaucoup autour de lui, pour être quelqu'un d'assez égocentrique. Donc c'est un truc qui peut mettre mal à l'aise, et qu'on peut sentir dans certains de ses films, souvent. Mais personnellement, ici dans Hold, ça m'a pas trop gêné. On a tendance à lui reprocher en fait de vouloir faire un cinéma pseudo-intellectuel.
mais qui n'est pas si intellectuel que ça. Donc, ici, Hold, en gros, t'as une famille qui va aller prendre des vacances. Donc, il y a un couple et deux enfants, un fils et une fille. Ils vont prendre des vacances dans un hôtel près de la mer. Et dans cet hôtel, en fait, ils vont décider à un moment donné à l'hôtel, en gros, ouais, je résume, mais ils vont décider assez vite d'aller faire un tour sur une plage privée, sur suggestion du directeur de l'hôtel, parce qu'en fait, ils ont envie d'être un peu tranquilles. Et donc, sur cette plage privée, il y a très peu de gens, et ils sont effectivement très tranquilles. Ils ont été amenés là en voiture, mais ils découvrent très très vite un gros problème, c'est-à-dire qu'ils vieillissent extrêmement vite. Genre, je sais plus les chiffres, mais ils vieillissent de. Il leur faut quelques heures pour prendre plusieurs années, quoi. Hein, c'est un truc comme ça. Et donc, ça crée plein de situations très très étranges. Avec les enfants, notamment, qui grandissent extrêmement vite. Il va y avoir des trucs particuliers par rapport à ça, d'ailleurs, que je ne vais pas spoiler, mais vous pouvez deviner tout ce qu'on peut faire avec des enfants qui deviennent adultes, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un film que j'ai trouvé intéressant parce qu'il fait des choses qui n'ont jamais été faites. Il y a certaines choses qui fait mal. Franchement, il y a des choses qui sont mal faites. Il y a des choses qui sont un peu faciles. Il y a des choses qui sont bizarres au niveau de la cohérence de l'univers. Mais franchement, je trouve que le film a été beaucoup critiqué et je trouve qu'il a été injustement critiqué. Parce que, en fait, on parle d'un film quand même qui essaye des choses qu'on n'a jamais vues, objectivement. Et pour moi, déjà en soi, ben, ça mérite la peine de saluer le fait que il montre au cinéma des gens qui vieillissent ultra vite, quoi. Merde, c'est impressionnant, c'est cool, c'est intéressant. Et le film, il y a d'ailleurs des moments extrêmement, il y a de la tension intense dans le film, franchement, des moments flippants, très dérangeants. Donc franchement, je comprends pas forcément pourquoi il se prend une telle vague de haine. Euh, Heureusement, il y a quand même des gens qui le défendent. Mais voilà, moi je comprends pas. Je veux dire, effectivement, il y a des défauts, il y a des problèmes, il y a des choses à reprocher au film. Mais dans la mesure où il essaye des choses que personne n'a jamais tentées, c'est normal. C'est attendu qu'il se plante. Et il se plante pas magistralement, quoi. On n'en est pas là du tout, quoi. Donc c'est Old, et bon, il faut quand même avoir l'estomac accroché, donc je le conseille pas aux gens qui ont du mal, avec les films d'horreur notamment. Mais franchement, sinon, c'est un film qui vaut la peine d'être vu. Alors, on arrive vers la fin de la liste. Il me reste 3 films, je pense. Si je ne me trompe pas, je vérifie juste. C'est ça, 3 films. Alors, on va parler de du Prestige, juste à côté. Bon, le Prestige, c'est un film qui est assez connu, normalement. Je pense qu'il y a il y en a parmi vous qui devraient l'avoir déjà vu. Et bah, donc c'est un film de Christopher Nolan, rien que ça, avec Michael Caine, Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson, rien que ça, et même David Bowie. Ouais, Kafka 128, je vois ta recommandation, et c'est vrai que je pourrais faire ça. Je t'avoue que j'ai pas préparé ça là maintenant, mais pour la prochaine fois, je pense que je le ferai, parce que c'est une excellente suggestion, effectivement, de dire où on peut voir les films en question. Parce que là comme ça, je saurais pas dire, parce que j'ai vu tout très très vite. Donc, mais pour la prochaine fois, je regarderai. Donc, je ferai peut-être même une petite liste, pourquoi pas, même sur le Discord ou quoi. Comme ça, on peut retrouver un petit peu. Mais donc, merci pour la suggestion. Et donc, du coup, je continue sur ma lancée. Donc, Le Prestige, voilà, c'est un film de Christopher Nolan. Je pense qu'il est assez facile à trouver, celui-là, pour le coup. Parce que c'est Nolan. Et je pense que les films de Nolan sont tous sur Netflix, si je me trompe pas. Donc, donc en fait, le principe, c'est fin 19e, si je me trompe pas. Ou alors début 20e plutôt.
Je sais plus la mémoire des... Non, c'est plutôt fin 19e. C'est fin 19e. Donc on a deux magiciens, et leur mentor d'ailleurs, qui jouent un rôle important, qui sont en rivalité. Donc au début, ils sont dans une rivalité plutôt amicale, parce qu'ils n'ont pas la même conception de la magie. Il y en a un qui est plutôt dans le délire où il faut être complètement dédié à son art pour être le meilleur. L'autre, il est plus dans le mood. Ça, c'est Hugh Jackman. Il est plus dans le mood. Ouais, en fait, c'est du spectacle. C'est le spectacle qui est important, c'est l'émerveillement. Et donc, c'est vraiment deux visions de la magie qui sont diamétralement opposées. Et ils pensent tous les deux que l'autre, en gros, est un charlatan. Voilà. Et alors, ça prend un tour un peu dramatique quand en fait, Christian Bale, lors d'un tour qui implique la femme de Hugh Jackman, le tour se passe mal et la femme de Hugh Jackman n'arrive pas à sortir d'un grand aquarium à temps, alors qu'elle est ligotée, et elle meurt noyée sur scène. C'est abominable. Et en fait, Hugh Jackman le reproche à Christian Bale parce que. Je balance leur nom d'acteur parce que je me souviens plus des noms des personnages. Mais en gros, il reproche ça à Christian Bale parce que, en fait, Christian Bale voulait qu'on fasse un nœud plus compliqué parce qu'il trouvait que sinon le tour n'avait pas de sens. Et Hugh Jackman disait mais ça n'a aucun sens, ce qui compte c'est évidemment le spectacle, c'est d'avoir l'impression que c'est compliqué. Et donc il accuse Christian Bale qui n'est plus sûr, en tout cas qui dit qu'il n'est plus sûr, d'avoir fait le nœud plus compliqué et donc d'être directement responsable de la mort de sa femme. Donc méga ambiance quoi. Et alors ils vont s'affronter entre guillemets durant leur carrière à différentes reprises. Ils vont concrètement essayer de détruire la vie l'un de l'autre avec plus ou moins d'efficacité. Et notamment ça va tourner autour d'un tour qui s'appelle le tour de l'homme disparu, je pense, un truc comme ça. Donc en fait, c'est d'abord un tour qui a été conçu par Christian Bale, où en fait, il passe dans une porte d'un côté de la scène, donc une porte juste c'est juste l'entrebâillement d'une porte, quoi, enfin l'embrasure d'une porte. Il disparaît et il réapparaît de l'autre côté de la scène dans l'embrasure d'une autre porte. Et donc en fait, c'est en gros comment est-ce qu'il fait. euh, Hugh Jackman pense qu'en fait il utilise un double et il va essayer de reproduire le tour, mais il va décider d'aller plus loin et d'essayer de trouver un système pour le rendre encore meilleur en faisant appel à comment il s'appelle à Nikola Tesla qui est un de leurs contemporains du coup et qui est en train de travailler sur des nouvelles inventions. Et donc il veut que Nikola Tesla l'aide à créer un tour encore meilleur. Le même tour mais encore meilleur. Je n'en dirai pas plus, sinon je spoil tout le film. Moi ce qui me gêne avec ce film, c'est que je le trouve extrêmement long. C'est un truc que je trouve qu'on peut parfois reprocher à Nolan de manière générale. Mais sinon, c'est un très très grand film qui met la pâtée à beaucoup d'autres films au calme, quoi. Avec une fin qui est vraiment captivante d'ailleurs. Enfin, la dernière demi-heure, je dirais, c'est captivant de A à Z. Et voilà quoi, c'est vraiment un film. Si vous l'avez pas vu, c'est un film à voir, ça clairement. Grand grand film. Il faut par contre être prêt à se farcir un long film qui ne fait pas d'effort pour essayer d'être haletant quoi. Mais franchement, en le regardant dans de bonnes conditions, c'est un film magistral. Un peu tape à l'œil, hein, c'est Christopher Nolan, mais c'est pas forcément un problème. Alors, l'avant-dernier film, Die Hard 2, Die Harder, ou en français 58 minutes pour vivre. Donc, le premier Die Hard, c'était un très bon film de. Aujourd'hui, j'ai des gros problèmes avec les noms. C'est pas son vrai nom, hein, c'est moi qui l'appelle comme ça. De John McTiernan, excusez-moi. Parce que franchement, c'est inacceptable de ne pas se souvenir de ça. Donc le premier Die Hard, c'est un film qui est incroyable. Moi, c'est un de mes films préférés, clairement. Ce qui est absolument pas original, parce que c'est le cas de beaucoup de monde, je sais, mais voilà, c'est un très très bon film, il n'y a rien à dire là-dessus. Die Hard 2 est clairement moins bien. Je l'avais déjà vu, hein, je l'ai revu. Il est clairement moins bien.
Mais franchement, il est très regardable. Il a des très très gros soucis de rythme. C'est à mon avis son principal problème. Et il est vraiment pas facile à suivre parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de rebondissements qui paraissent pas très intéressants. C'est très technique aussi. En plus, si vous le regardez en VO, ben, il parle comme des chiens. Tiens, tiens, quelle coïncidence! Tu l'as vu récemment. Mais donc oui, c'est un film qui a ses défauts. Mais je trouve déjà que le setup, donc un aéroport, avec aussi des avions en vol qui sont... je reprends le pitch rapidement. Donc en gros, c'est Bruce Willis. Désolé, aujourd'hui les noms, c'est pas possible. Donc c'est Bruce Willis qui prend l'avion. Mais rien ne se passe comme... Le pire, c'est qu'on pourrait résumer ça comme ça. Non, en fait, du coup, on a... tant pis, je l'appelle Bruce Willis, j'ai la flemme d'aller vérifier le nom. En plus, je l'ai tout le temps en tête, ce nom, c'est un nom facile à retenir. Mais tant pis. Donc, qui a renoué avec sa femme, parce que dans le précédent opus, ils étaient séparés. Donc, il va rejoindre... Enfin, sa femme le rejoint en avion. Et ils vont passer Noël ensemble avec leurs enfants. Enfin, non, leurs enfants ont été mis... à garder. Donc ils vont passer Noël à deux, en tête à tête. Voilà, voilà. Sauf qu'en fait, il vient chercher sa femme à l'aéroport, exactement. Sauf qu'en fait, il se rend compte... McClane, exactement. Mais ça s'écrit pas comme ça, hein, mais c'est ça. Et McClane, John McClane. Et donc en fait, il vient chercher sa femme à l'aéroport. Sauf qu'en fait, il se rend compte qu'il y a des mecs chelous qui se baladent dans des portes où ils ne devraient pas se balader. Donc il décide de se balader avec eux. Sauf qu'ils sont pas contents, ils sont très énervés. Donc ils sortent leur... c'est avec... c'est A-N-E, pas A-Y-N-E. C'est pas les frites McLean. Hein. C'est toi, tant pis. Donc voilà. Donc il décide de se balader avec eux, ils lui font pampan dessus, et donc il se dit, bah, les gens qui font pampan là dans l'aéroport, c'est pas top quoi. Donc il décide d'aller appeler la police des aéroports, et la police des aéroports lui dit, mais McLean, qu'est-ce que vous faites dans des portes où vous devriez pas être en fait? Et donc McLean il dit, mais je vais où je veux d'abord, et d'abord si je veux aller dans vos conduits d'aération, ramper, je peux le faire, et donc il va ramper dans les conduits d'aération. Et donc, comme il rentre dans les conduits d'aération, il trouve d'autres PNJ qui n'ont rien à foutre là. Et donc ils tirent dessus. Voilà. Bref, en gros, il y a des terroristes qui ont pris l'aéroport. Et en fait, il va les tuer. C'est Die Hard. C'est Die Hard. Mais il y a plusieurs intrigues. C'est intéressant de. On me dit, vas-y, dégage, Pégu. Peg. Bref, peu importe. Voilà, c'est ça. Et lui, il défonce tout. Mais en gros, c'est ça. Mais c'est intéressant déjà le setup d'un aéroport et puis le fait qu'il y a des avions qui sont pris en otage en vol. Le fait il se passe plusieurs choses à plusieurs endroits en même temps. C'est juste qu'au bout d'un moment, ça crée un peu une confusion quand même, honnêtement. Et c'est long. C'est vraiment long, quoi. C'est long dans le sens où il se passe pas grand chose de vraiment central pendant un bout de temps, en fait. Il y a un ventre mou dans le film qui dure une bonne demi-heure, je dirais, où franchement on aurait pu s'en passer. Ce qui est dommage parce que l'intrigue en fait est pas si mal torchée que ça, franchement. Le scénario est pas mal foutu. Avec des rebondissements intéressants, des retournements de situation, des plot twists qu'on voit pas venir, honnêtement. Enfin, un peu, mais pas tant que ça, c'est bien amené. Mais franchement, les Die Hard, c'est une valeur sûre. Et je pense que faire un pass sur celui-ci parce que c'est pas le meilleur, c'est un peu dommage. Parce que c'est vrai que c'est pas le meilleur, mais franchement, ça va quoi, ça va. Et alors, je vais conclure avec le dernier film que j'ai vu au mois de janvier. Donc, le dernier film que j'ai vu au mois de janvier, c'est Color Out of Space, avec Nicolas Cage, par les producteurs de Mandy, qui paraît mérite d'être vu aussi, mais je ne l'ai pas vu. Euh, et alors, c'est un film donc qui se base sur une nouvelle de Lovecraft. Donc Lovecraft, qui est un auteur horrifique assez connu, enfin fantastique assez connu. Il est connu en fait pour son univers très particulier qui crée la terreur via via l'incompréhension de l'homme
face à des choses toutes puissantes et hors de sa compréhension, tout simplement, quoi. Typiquement, ce qui est connu, c'est Cthulhu, hein, qui est cette entité euh, d'une autre dimension que l'on n'est même pas capable d'appréhender, d'imaginer, etc., etc., quoi. C'est le gros délire de Lovecraft. Et alors, dans Color Out of Space, ça manque pas. On est un peu dans ce genre de délire-là. Plus précisément, en gros, on a une famille qui vit un peu recluse dans un bois. Euh, Ils se font chier. Hein, globalement, ils se font chier. Il se passe pas grand-chose. Ils sont pas là depuis si longtemps que ça, si j'ai bien compris, si je me souviens bien. Et donc, en fait, il y a Nicolas Cage et il a, il a sa femme et il a deux enfants. Et alors je dis Nicolas Cage parce que c'est un personnage central dans le film, quoi. Hein. Et en fait, il se trouve qu'à un moment donné, il y a une météorite qui tombe. C'est une petite météorite, hein, un truc comme ça. Euh, mais elle est d'une couleur indéfinissable. C'est d'ailleurs un truc qui a été reproché au film. On a reproché au film qu'en fait cette fameuse couleur indéfinissable, dans le film, c'est du mauve. Maintenant, je défie littéralement tous les réalisateurs de la Terre à mettre dans leur film une couleur indéfinissable. Je, je- une couleur qu'on n'est pas capable de décrire, qui n'existe pas. On fait comment? On doit. C'est-à-dire que quand tu écris un livre, tu peux écrire cette couleur ne ressemblait à rien qui existait, il était impossible de la décrire. Et quand tu fais un film, c'est plus possible. Il faut faire des choix. Et là, ils ont choisi de faire un mauve bizarre. Enfin, un mauve qu'on trouve pas, qui fait pas très naturel, quoi. Et alors voilà, on peut critiquer effectivement, mais que l'on me donne la bonne marche à suivre parce que moi je l'ai pas, hein, personnellement. Donc voilà. Donc évidemment, bon, ça marche pas de la même façon que la nouvelle parce que quand on est Lovecraft et qu'on aime justement suggérer à son lecteur des choses qu'il n'est pas capable d'imaginer en lui disant qu'il n'est pas capable de les imaginer, bref, voilà. Mais en attendant, ça vaut quand même la peine d'essayer de faire des adaptations, quoi, ou pas. Ou alors on arrête, on laisse tomber et on dit qu'on n'en fait pas. Mais ici, ils essayent et je trouve ça intéressant. Bref, parce que là, je tourne en rond. Donc, il y a cette météorite qui tombe, d'une couleur indéfinissable. Il se demande ce qu'elle fout là. Hein. Il y a justement un gars qui traîne par là qui en fait, fait le tour un petit peu de la région. Parce que je pense si je me souviens bien, c'est un truc genre, il y a un projet d'urbanisme dans la ville, mais ils doivent tester l'eau, notamment. Et en fait, depuis que la météorite est tombée, il n'arrête pas d'avoir des phénomènes bizarres. Genre de plus en plus bizarres, avec des animaux d'une couleur indéfinissable qui apparaissent. Ah, un petit détail intéressant, c'est important quand même. Dans leur maison dans la forêt, ils élèvent des alpacas. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette information, mais ils élèvent des alpacas. On est en Amérique du Nord, hein, dans un endroit qui fait très Maine, tout ça, hein, quoi. Donc ils ont des alpacas. Et en fait, plus ça avance et plus il se passe des choses bizarres. C'est-à-dire que même eux, ils se comportent de plus en plus bizarrement. La famille. Les animaux se comportent de plus en plus bizarrement. Et puis il va y avoir des choses horrifiques que je ne vais pas décrire parce que j'ai pas envie de spoiler le film. Qui vont arriver de plus en plus fort et de plus en plus vite et de plus en plus souvent. Et notamment, il va arriver des choses à la famille qui sont assez horribles, que je ne vais pas expliquer, donc, du coup. Et franchement, moi j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé, parce que je trouve que le film essaye de montrer des choses intéressantes. On a plein de tentatives, on a plein de nouveautés, on a des alpacas, et dès qu'il y a des alpacas, franchement, le film, il est forcément bien. Et donc, franchement, je trouve que ça vaut la peine de le regarder. Le film a été descendu par une partie de la critique en disant que c'est un film de série Z, sans déconner. Je pense que même l'affiche ne trompe pas. En fait, je pense que sincèrement, je pense que l'esthétique du film et l'esthétique même des affiches a suggéré aux gens
qu'ils étaient devant un grand film d'auteur, ce que ça n'est pas. C'est un film, c'est un petit film d'horreur Lovecraftien qui essaye des trucs avec Nicolas Cage qui cabotine et qui déconne, comme Nicolas Cage a toujours fait dans sa carrière. Et voilà quoi, je veux dire, il faut pas attendre plus que ce qu'il veut donner quoi. Et franchement, ben, pour les fans de films d'horreur, ça vaut la peine d'être vu. Pour les fans de Lovecraft qui se demandent comment est-ce qu'on fait pour adapter ces trucs-là, ça vaut la peine d'être vu. Et moi, j'ai bien aimé. Et c'était mon tour des films du mois de janvier. On a une jolie représentation visuelle ici. Euh, Ce que je peux faire maintenant, peut-être, c'est vous dire. Promis, je ferai un petit. J'irai checker vite fait comment on peut regarder les différents films que j'ai cités. À mon avis, les films les plus anciens, ils vont être difficiles à trouver, je vous le cache pas. Mais les autres, la plupart, vont être trouvables. Euh, Ce que je peux vous dire maintenant, c'est vraiment souligner ceux que j'ai préférés. Euh, alors, je vais juste regarder par rapport à l'affiche ici. Ta, 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 ta. Hereditary, c'est un très très grand film. Ah ben merci Beccaré, c'est vraiment gentil. Ça fait plaisir d'entendre. Ça fait vraiment plaisir. Je vais continuer, je vais essayer de faire plus de pubs et de perfectionner aussi mes formats notamment. J'ai plusieurs idées pour ça. Coco évidemment, hein, Coco, mais Coco c'est de la triche de le dire quoi. Je vais les mettre sur le côté peut-être. Ceux que... Ah ben c'est gentil Kafka 128. En fait, avant de vous dire ceux que je vais préférer, mais vous étiez pas tous là depuis le début. Je vais te demander s'il y a vraiment un film là-dedans que vous avez que je vous ai donné envie de voir. Ce serait lequel. Donc pour les personnes qui sont présentes là, je suis curieux de voir en fait un petit peu. Peut-être mettre en plus grand. Old. Ok. Ok. Franchement, ça vaut la peine. C'est assez expérimental. C'est nouveau quoi. Il y a rien qui ressemble à ça pour le moment. Donc rien que pour ça, ça vaut la peine. Je sais pas, les autres présents peut-être aussi. Bon, Lise, peut-être que tu parles de Coco aussi. Ah, X et son complémentaire. Ah, très très bien. C'est X et Pearl, franchement, Bécarré, je te recommande. C'est très très bien. Et alors, à couteau tiré, Lise, ouais. C'est clairement. Moi, ça fait partie. Vous retenez en fait ceux que j'ai retenus pratiquement. Donc, moi, si je fais ma propre sélection, je vais mettre de côté Hereditary, Le Dain. Ça, c'est vraiment des bons films. Alors, à couteau tiré, très très bien. X, très très bien. Pearl, très très bien. Donc, si jamais vous êtes curieux et que vous avez envie d'aller les revoir, Hold, franchement, pour la tentative, j'ai presque envie de mettre Upgrade dedans aussi, en fait. Je vais faire ça, je vais mettre Upgrade dedans ici. On va reculer un peu ça par là. Le Prestige est très bien, mais c'est tellement classique dans la forme que je vais pas le mettre dedans. Ah, attends, j'y viens, Kafka. Oui, il y aura des tier lists. Il y aura des tier lists. Mais ce que tu demandes plutôt, je vais te dire tout de suite. Je finis d'abord ce que je fais là. Alors, donc, non. Ben, Color Autospace, franchement, j'ai bien aimé. Coco, mais c'est de la triche. Barbarian, franchement. Glass Onion. Je pense que je vais quand même prendre un vieux film parce que là j'ai dit que des récents. Et dans les vieux films, je vais prendre Vertigo parce que franchement, Vertigo, c'est un classique à voir, quoi. Voilà, donc si jamais ça vous dit de... Si jamais vous êtes curieux, ça c'est vraiment ma sélection, mes 12 films pour le coup, par rapport à janvier. Non, t'inquiète, Kafka, il n'y a pas de problème. Donc tu me demandais, tu pourrais aussi donner ton avis sur les acteurs en général. Notamment, tu me demandes pour Dave Bautista, je suppose que tu me demandes par rapport à Glass Onion, notamment. En fait, Dave Bautista, c'est un acteur pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. Parce qu'en fait, déjà, je trouve qu'il fait beaucoup d'efforts. Déjà, premièrement.
Alors que c'est pas sa profession à la base, quand même, hein. Même si dans le catch, il y a une dimension d'acting, hein, en vrai. Euh, je trouve en fait que. Je trouve qu'il est très convaincant et qu'il fait en fait des rôles assez originaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des rôles qu'il joue que franchement, j'imaginerais pas d'autres acteurs à la place. Et je le trouve même plus intéressant souvent que. Comment s'appelle-t-il? Que The Rock, que j'aimais beaucoup aussi, parce que je le trouvais très très drôle, mais je trouve que maintenant il fait quasiment que des parodies de lui-même, ce qui est très très dommage, quoi. Franchement, je trouve ça très très triste. Alors que Dave Bautista, il a vraiment un truc très sympa. Alors moi, Dave Bautista, je l'ai vu dans quoi? Je l'ai vu dans Les Gardiens de la Galaxie, je l'ai vu dans... comment il s'appelle? Glass Onion, forcément. Et alors... allez, 2049, non, je me souviens plus de... Comme vous le savez, je suis très très mauvais pour me souvenir de noms précis, même des noms évidents. Blade Runner 2049, voilà. Dans Blade Runner 2049, il joue aussi un petit rôle, enfin il joue un petit rôle, et franchement, il se débrouille très très bien. Donc moi, Dave Bautista, j'aime beaucoup. Je suis fan de ce qu'il fait, et franchement, toujours un plaisir de le voir à l'écran. Dans Glass Onion, Daniel Craig est très très bon aussi, pour le coup. Il joue un personnage très. Moi, je l'aime moins dans ses personnages films d'action, personnellement, parce que je trouve qu'il est très, très monolithique comme ça. Mais par contre, dans Glass Onion, moi, il m'a vraiment convaincu. Parce qu'il a ce côté. Il a un côté très, très décalé, comme ça, qui fait qu'il est très, très chouette. Dans Glass Onion, il y a qui d'autre on va regarder. Edward Norton, qui joue le personnage de milliardaire. Déjà, c'est un acteur que de base j'aime beaucoup. Franchement, je conseille American History X avec lui, même si c'est un film qui est dur à voir. American History X, c'est un film très violent. Euh, Juste petite parenthèse, hein, Lise, je vois bien tes messages, hein. Effectivement, il y en a beaucoup sur le moi, mais je suis content, c'est bien d'en mettre plus, d'en mettre beaucoup. Euh, alors, Glass Onion, donc Edward Norton, il est très très bon dans ce film, mais il est toujours très très bon. Donc, American History X à voir. Juste, il faut avoir l'estomac accroché. C'est un film sur le racisme aux États-Unis, et il y a une scène qui est très très connue où en fait il va infliger un truc précis à un personnage noir. Et c'est une scène qui est. On voit rien, ou presque rien, mais c'est une scène qui est abominable. Mais le film est fabuleux, franchement, il est très 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 bien. Même si on peut lui reprocher certaines choses, mais globalement, il est très très bien. Dans le cast, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de qui j'ai envie de parler? Kate Hudson est très très bonne aussi dans le film. Mais à part ça, non, j'ai pas de. Là, j'ai rien en tête de plus à dire là-dessus. Au niveau des acteurs, je préparerai un petit peu plus. Je prends note du fait que tu trouves que c'est intéressant d'en parler, Kafka, donc je mémoriserai plus les noms des acteurs. Je ferai des petites notes pour pouvoir en parler plus facilement à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que moi, je suis pas typiquement de base, je retiens pas beaucoup les noms. Donc dans le Dain, par contre, effectivement, on a Jean Dujardin et Adèle Haenel qui est un duo qui marche très très bien. Jean Dujardin, moi je suis un Yankee, hein. J'aime beaucoup ce qu'il fait de manière générale. Il est très cabotin, mais en fait il en joue très très bien. Donc pas de problème. Adèle Haenel qui est une très grande actrice du cinéma français actuel aussi. Euh, Nicolas Cage, j'en ai un peu parlé. J'ai fait le tour globalement. De nouveau aussi, quand même souligner que dans Pearl, les X, Mia Goth est vraiment très très cool. Vraiment, ça vaut la peine de la voir dans ce film-là. C'est une actrice qui est pas très connue d'ailleurs. Je pense qu'elle a joué. Moi, je la connais que pour ces films-là. Mais dans Pearl, elle est vraiment magistrale. Et les acteurs, de manière générale, dans les deux films, sont très très bons. Donc, très très bien joué aussi à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est pour mes films du mois. C'est un petit peu ce que j'avais à dire principalement. Je sais pas si vous voulez que je dise autre chose par rapport à ça. Sinon, moi, je peux jouer un petit peu à Hi-Fi Rush. Je sais pas s'il y a des gens qui comptent rester encore un petit peu. Euh, ou sinon, on peut aussi s'arrêter là. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que pour la prochaine fois que je fais une émission un peu plus culturelle, déjà, je vais l'annoncer un peu plus tôt.
parce que je sais que vous avez envie de savoir ce genre de choses, et je ferai attention à ça. Je vais essayer de manière générale de mieux contrôler aussi ma publicité, mes, ma visibilité. Donc je vais essayer de faire plus systématiquement aussi des rediffusions. Et alors, j'aimerais bien aussi faire des tops, enfin peut-être pas des tier lists, mais des trucs thématiques en parlant du cinéma. Par exemple, là tout à l'heure, j'étais en train de... en fait, concrètement, pour vous expliquer, je jouais à Assassin's Creed Origins, donc c'est celui en Égypte. Et en gros, dans le premier DLC, ça se conclut sur une scène où, enfin sur une mission où, ok, ok, d'accord, si tu vas aller faire dodo, Lise, je vais peut-être pas continuer beaucoup, à mon avis, mais sauf si les autres vous êtes chaud de rester. Mais donc ici, je vais finir ce que je dis. Euh, donc pour la prochaine fois, voilà, enfin oui, non, pardon, je me mélange. Donc dans cette dernière mission du DLC, en fait, on va assassiner en fait le leader d'une rébellion qu'on a menée, en gros, pour résumer très rapidement, parce que en fait, il a décidé que la fin justifiait les moyens. Et en fait, ça m'a fait penser à une vidéo de Bolchegeek, qui est un youtubeur que j'aime beaucoup, pour des tas de raisons. Mais il a fait une vidéo sur, je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, c'est est-ce que les vilains, notamment des comics, sont vraiment méchants ou pas. Notamment, en fait, ce dont il parle, c'est du fait que, par exemple, le Joker ou des personnages comme ça, en fait, au niveau des valeurs, bah, ils remettent en question des choses qui valent la peine d'être remises en question. Genre le capitalisme, genre la bourgeoisie, genre l'ordre établi, etc., etc. Et qu'en fait, très souvent, c'est un peu la thèse de sa vidéo, et c'est une thèse que je trouve très intéressante et à laquelle je souscris totalement, qu'en fait, on utilise souvent des artifices faciles pour faire que des méchants ont l'air d'avoir, enfin, avec qui idéologiquement on est d'accord, soient en fait indéfendables parce qu'ils vont trop loin. Et c'est un truc très très bidon et qui fait aussi que on n'a plus trop envie de remettre en question l'ordre établi parce qu'on se dit que ben, finalement quand on remet l'ordre établi on va forcément trop loin quoi. Alors que l'ordre établi il est pas bon, il y a des méchants qui dirigent et tout, mais finalement c'est un moindre mal par rapport au fait de oulala de se bouger le cul quoi. Et donc en fait c'est un peu ça qui dit dans la vidéo et je voulais faire un petit peu une liste et en discuter avec vous des films que je connais qui fonctionnent sur ce principe-là. Et alors j'en avais déjà en tête notamment, c'est ce qui me donnait envie de faire ça, c'est le troisième Batman de Christopher Nolan, où en fait on a Bane qui est le méchant, et en fait bah, il dit au début, en fait le principe du film c'est, mais en fait la logique de marché où nos vies entières sont régies par une bourse, c'est vraiment immoral et c'est quelque chose qui doit chuter. Et il y en a marre de ce monde où des gens comme Bruce Wayne, les milliardaires, peuvent vivre sans rien foutre, alors que les gens souffrent, quoi. Et donc, en fait, sauf que Bane, c'est un méchant, quoi. C'est un méchant, donc forcément en fait, il a un plan derrière qui n'a rien à voir avec ça. Et donc, en fait, c'est très dommage. Enfin, c'est très dommage. C'est du coup paradoxal parce qu'à la fois, on a un discours avec lequel je pense la plupart des gens sont d'accord. Parce que je pense que la plupart des gens se rendent compte qu'il y a un problème avec cette logique de marché. Mais en fait, ben, on va trouver une astuce. Peut-être pas forcément pour des mauvaises raisons, hein, peut-être juste parce qu'il faut des producteurs pour financer le film, ou parce que je sais pas, y a peut-être des bonnes raisons. Mais du coup, finalement, ben, ça va rendre immoral dans le film de défendre ces idées qui sont pourtant tout à fait justes et tout à fait légitimes. Et ça va faire passer en fait une révolution pour quelque chose de nécessairement mal, alors que ça l'est pas nécessairement. Il y a plein de révolutions qui ont eu des effets positifs et il y a des révolutions qui se passent de façon pacifique. C'est pas mal de remettre en question l'ordre établi, bien au contraire. C'est extrêmement sain. Et voilà quoi. Donc, ce que je veux dire pour ne pas me perdre, c'est que du coup, il y a toute une série d'œuvres de fiction qui reposent sur ce principe. Et je trouve que ça peut être intéressant d'en faire une petite liste et d'en discuter ensemble quoi.
Donc si jamais ça vous chauffe, ben, je programmerai une date pour ça et on pourra regarder ça ensemble. Je préparerai un petit peu à l'avance pour que ça se fasse pas complètement non plus à l'impro et pour que ce soit intéressant et agréable pour vous, quoi. Mais c'est un projet qui me botte et si ça marche bien, ben, on pourra essayer de faire ça avec d'autres thèmes peut-être, d'autres projets dans ce style-là, quoi. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que je vous propose. Et comme je vois que Lise et Bécarré veulent aller se coucher, je sais pas si Kafka est toujours là, et si t'as envie encore de traîner ici ou pas. Mais sinon, je vais peut-être doucement aussi partir de mon côté. N'hésitez pas à me dire si ce que je vous ai proposé là, ça vous intéresse ou pas. Comme ça, je sais si je suis dans le bon ou si je déconne complètement, quoi. Bon, je pense que vous êtes déjà à moitié en train de faire dodo. Ah oui, de Lise. Ok, ok, ça va. Bah je ferai ça alors, sûrement. Je sais pas si les autres vous avez envie de réagir, sinon c'est pas grave, pas de souci. Mais donc effectivement, je vais lancer ça, je vais faire ça en projet. Je vous proposerai une date. Euh, Ouais, c'est pas grave, je réexpliquerai de toute façon par Discord, Bécarré, hein. Mais l'idée en gros c'est de faire des listes thématiques de films autour d'un sujet et d'en discuter, quoi. De discuter des sujets en question. Mais c'est pas des sujets genre la pluie ou je sais pas quoi, c'est vraiment des sujets plus généraux, enfin plus précis justement. Des sujets, des sujets intéressants, quoi. Mais donc voilà, en tout cas l'idée est lancée. Je vais essayer de faire ça. Et voilà, quoi. Donc, je vois que vous êtes déjà à moitié en train d'être fatigué, c'est normal, hein, il est 22h36. On va s'arrêter là, à mon avis. Donc je vous remercie d'avoir été là, parce que franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. N'hésitez vraiment pas à inviter des gens, parce que sur le Discord ou sur les lives, parce que moi, ça me dérange pas du tout. Au début, je voulais faire petit et aller progressivement. Maintenant, si ça augmente, c'est pas un souci. De toute façon, ça va se stabiliser, on verra bien. Mais c'est chouette. Moi, j'aime bien faire ça et je commence vraiment à me sentir, à me dire, ben, je vais faire les trucs que j'aime bien faire et pas avoir peur de parler devant une ou deux personnes parce que apparemment ça vous intéresse quand même ce que je dis, donc c'est chouette. Et je vais essayer de continuer ça, quoi. Merci pour votre attention, pour vos retours. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et ben, je vous dis donc à très très vite et je vous tiens au courant sur Discord de la suite. Allez, salut salut. Alors je coupe l'enregistrement et je coupe le stream.